venez de nous rejoindre, vous regardez Hebdo Show, toujours sur Al24 News. On poursuit avec l'œil d'Alger qui se tourne donc ce soir vers le Centre international des conférences Abdelatif Rahal pour cette conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique. Monsieur Husni Kitouni est toujours avec nous. Rebonsoir, merci encore d'être avec nous. On va cette fois vers le Texas pour retrouver Benjamin Brouwer. Vous êtes toujours avec nous, monsieur Brouwer? Oui. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui les peuples africains et les afro-descendants sont en mesure justement de demander réparation suite à ces crimes du colonialisme? Écoutez, je vous parle aujourd'hui des États-Unis, où les questions qui sont traitées à Alger sont d'une grande importance et seraient suivies de très près, je vous assure. Ici, on a la question de réparation et le pardon qui tourne autour de l'esclavage. Il n'y a jamais eu un pardon officiel à partir du gouvernement des États-Unis pour l'esclavage. Et bien sûr, pas de réparation. Il y a des débats qui tiennent au niveau local où le sort de travail que vous faites là à Alger qui serait très important. Et aussi la question des nations indigènes, des tribus indiennes ou des nations indigènes américaines aux États-Unis, au Canada, aussi dans l'Amérique latine, où les questions de réparation et les crimes de colonialisme sont très près. Très bien, merci Monsieur Brouwer. Vous pensez aujourd'hui que cette revendication est une revendication unitaire qui concerne donc la majorité des peuples du globe? Oui, c'est une question internationale. Le colonialisme, l'impérialisme, c'est un phénomène global. Alors, les travaux, cette conférence qui se tient en Afrique, à Alger, ce week-end, c'est très important et il serait écouté partout. Très bien. Une dernière question, enfin une autre question, Monsieur Brouwer, avant de revenir vers Monsieur Kitouni. Est-ce que les voies juridiques existent aujourd'hui pour renforcer la criminalisation du colonialisme et établir un mécanisme africain permettant justement ces réparations et la restitution? C'est une bonne question. Moi, je suis historien et ce que je peux faire à partir de mes travaux, je ne suis pas juriste. Oui. Et c'est une sorte de mélange là. Je pense que mon collègue, M. Kitouni, peut parler là au-dessus. Oui. Nous, on travaille sur des archives d'une manière de reconstruire l'histoire et aussi poser des questions de point de vue historiographique. Et la question des crimes et tout ça, ça devient de notre domaine. Et si on parle de la question du génocide, par exemple, c'était difficile pour nous, des historiens, de parler du génocide à partir des critiques juridiques qui nous viennent Lemkin, qui dans les années 1940, où s'était construit ce concept juridique. Et pour s'adapter aux travaux des historiens, c'était pas toujours facile. Heureusement, maintenant, on est dans une meilleure position grâce aux nouvelles recherches pour adapter ce concept dans notre propre travail. Mais le fit, le va-ensemble entre l'histoire et les questions juridiques, il n'est pas évident. Mais on peut travailler ensemble. C'est ça l'importance de ce dialogue. Bonsoir, bonsoir Monsieur Brouwer. Mais une question qui est importante également, du fait de l'histoire de l'Algérie pendant justement cette guerre de libération nationale et cette occupation du colon pendant 132 ans, donc sur plus d'un siècle, et du fait de plus de 5 millions de personnes qui sont mortes sous l'occupation, et également du fait que la démographie algérienne n'a pas augmenté et a bien plus diminué pendant ces 132 ans. Et c'est pour ça qu'on qualifie ça de génocide, parce que tout ce qui était algérien devait être éradiqué, les enfants des enfants des enfants. Est-ce que vous pensez, vous, des États-Unis, que l'Algérie a bien la légitimité d'accueillir un tel colloque par rapport à son histoire et à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a souffert par rapport au colonialisme? Non, bien sûr, la cité est bien choisie. Alger, c'est bon, avec son histoire de leadership dans la lutte contre le colonialisme, son propre expérience son expérience personnelle. Oui, exactement. Oui, non, c'est très bien choisi.
Ouais. La symbolique est importante que ce colloque, justement, ce premier colloque, se fasse à Alger pour demander réparation et pour demander justice et surtout reconnaissance des crimes coloniaux. Que ça soit à Alger, c'est quelque chose de, je pense, de très fortement symbolique. Oui, oui, bien sûr. Et comme vous avez dit, et mon collègue, M. Ketouni, a parlé de l'histoire de l'Algérie. Ce n'est pas juste l'histoire de la guerre de libération nationale ou de l'expérience après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une longue histoire très pénible, très destructive des institutions sociales, de la culture, les questions même de la base fondamentale de la société, la famille. Et ses racines dans la terre complètement bouleversées par le colonialisme français. Je rappelle que l'émir Abdelkader a même aux États-Unis il y a eu un hommage avec l'émir Abdelkader et je crois qu'il y a une ville qui a Kader, voilà, par rapport justement à l'histoire de l'émir Abdelkader et par rapport à la bravoure des combattants algériens pendant cette guerre de libération nationale. Résistance à la conquête. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est dans l'état d'Iowa. Et même si vous voyez derrière mon épaule, vous voyez le portrait, un photographe de l'émir qui est dans mon bureau. Exact. Ici. Bah, c'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que je l'ai vu, le deuxième tableau en bas enfin, le premier tableau au-dessus de votre épaule, le deuxième tableau, j'ai vu sa photo et c'est pour ça que je vous en ai parlé, cher monsieur. Alors, monsieur, je vous propose, avant de continuer le débat et de vous donner la parole, monsieur Kitouni, je reviens vers vous dans un instant, de regarder cette vidéo, on en parle juste après. Autre chose. Plus de 900 cadavres algériens découverts dans un charnier dans les Aurès, 20 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est ce que révèle ce matin le journal Libération. Le charnier a été découvert le 9 février dernier par les enfants de l'école de Kenchela, qui creusaient le sol pour aménager un terrain de sport. Parmi les corps dégagés, il y avait des corps d'enfants, certains atrocement mutilés, précise Libération, une enquête de Didier Chine. Épouvantable. Près de 1000 cadavres découverts à Kenchela, à 200 km au sud de Constantine. Le charnier serait encore plus important, mais les fouilles ont été arrêtées. Regardez les photos publiées par Libération. Ce corps a été empalé par une barre de fer tordue. Ici, en haut, le squelette d'un enfant. Le charnier a été découvert dans l'enceinte même d'une caserne de l'armée française. Notre confrère de Libération est formel, il s'agirait des corps des... Alors voilà, monsieur Kitouni, c'est donc le journal Libération qui revient justement sur la découverte d'un énième charnier donc retrouvé dans les Aurès. Un commentaire sur la question. Je crois que c'est une question très très importante. Ce n'est pas un hasard qu'il a fallu pour nous, Algériens, 60 ans, pour les pays africains, etc. C'est une question très très importante. Nous venons de voir ce qui s'est passé à Rza et les difficultés pour les Razaouis, pour l'Afrique du Sud, pour les pays défenseurs du peuple de Rza, ceux qui ont voulu criminaliser l'action d'Israël, et notamment en lui donnant une qualification de génocide, on a vu quelles étaient les difficultés énormes sur le plan juridique et sur le plan international pour faire accepter par la communauté internationale ou par les instances internationales la qualification de génocide. C'est la même difficulté que nous avons en tant qu'ancien pays colonisé. C'est-à-dire que la criminalisation n'est pas une question morale. Elle n'est pas une question historique, elle est une question juridique. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de criminalisation, c'est sur le plan international. C'est pas entre nous, c'est pas entre vous et moi. C'est pas entre nous, c'est entre nous et des puissances impérialistes, des puissances impériales, avec des instances internationales, avec un rapport de force mondial qui fait que, pour parler et obtenir justice, parce qu'il ne suffit pas de qualifier, il faut encore obtenir réparation. Pour y arriver, il faut donc apporter des arguments solides. Et des arguments solides sur le plan juridique. Sur le plan historique, entre nous, dans le discours politique, dans la culture de la mémoire, nous devons veiller, nous avons le droit et le devoir de maintenir vivantes les souffrances de notre peuple et d'en parler et d'en faire un lien entre nous, de faire un ciment de notre société. Mais lorsque nous voulons parler à la communauté internationale ou à des partenaires ou à des ennemis pour leur imposer
quelque chose. Sur le plan juridique et sur le plan de la réparation, il faut donc des arguments. Et ces arguments sont de deux natures. Il y a l'argument juridique, donc comment utiliser les conventions internationales, les lois internationales, entrer dans ce cadre-là. Et le second élément, il faut la preuve. Et la preuve, qui apporte la preuve? C'est les sociologues, c'est les historiens, etc. C'est faire un travail d'élaboration minutieux, de diagnostic profond de ce qu'a été la colonisation et de ses crimes. Parce qu'on emploie le terme crime qui est en fait un terme juridique et un terme moral. Mais quand vous voulez apporter la preuve de ce qui s'est passé, il faut revenir aux faits. Et les faits, c'est l'étude, l'histoire, etc. Monsieur Kitouni, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez qu'aujourd'hui, si vous avez cité le génocide sioniste à Gaza, malgré les preuves, il y a des preuves, il y a des images, il y a des vidéos, il y a des déclarations, il y a des organisations internationales qui ont reconnu, qui ont documenté. Malgré ça, il y a une partie de la communauté internationale qui ne veut pas reconnaître ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité. M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, a rappelé que l'Afrique, c'est clairement dit, est en droit d'exiger la reconnaissance officielle et explicite. Et sans ambiguïté sur le caractère criminel de la colonisation. C'est quoi la colonisation de la France en Algérie? C'est quoi? C'est des razzias, c'est des massacres, c'est des enfumades. On a parlé tout à l'heure de Khanchla en 1982. C'était découverte d'un charnier. Parce que c'était quoi? C'était les personnes qu'on a mis dans des grottes et on les a tuées avec des armes chimiques. Parce que le colonisateur français était comme les nazis, il a utilisé l'arme chimique. Il a utilisé l'arme chimique à droite, à Al-Harrach, à Constantine, partout. C'est des crimes de type nazi qui ont été... Je suis d'accord avec vous. C'est ça la colonisation. Non, en fait. Je suis d'accord avec vous. Mais simplement, quand vous parlez génocide, le terme génocide a été défini par la Convention de 1948, défini par la Convention qui est fixée par des règles et des conditionnalités. Il faut l'intentionnalité. Il faut prouver l'intentionnalité. L'intentionnalité, elle y est. Il y a un certain nombre de règles. C'est pour ça que ensuite, il y a le problème de temporalité. Le terme génocide a été créé par Lemkin, Raphaël Lemkin, dans ses écrits de 1943. Il a été repris par la Convention de Paris de 1948. Quand vous allez parler à l'impérialiste et au gouvernement français, mais il dit le génocide, ça a été défini en 1948. Il n'est pas rétroactif. La loi n'est pas rétroactive. On ne peut pas appliquer à Bugeaud le concept de génocide, alors que ce concept-là, nous l'avons inventé actuellement. Et donc, je suis d'accord avec vous, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire, quels sont les moyens juridiques, institutionnels, interétatiques que l'on se donne pour discuter d'égal à égal avec les anciens colonisateurs. C'est pour ça que la parole aujourd'hui est portée par l'Algérie au nom du continent africain. L'Algérie qui réclame aussi que l'Afrique ait un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. Je suis d'accord avec vous. Pardon, je termine ça. Il se trouve qu'une partie des membres permanents du Conseil de sécurité, c'est des anciens empires coloniaux. C'est eux qui bloquent la législation par rapport à la criminalisation des crimes coloniaux. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Kitouni, mais la loi, c'est bien, c'est des textes. Mais la vraie vie, l'histoire, ce sont des génocides à part entière. Ce sont des crimes contre l'humanité à part entière. Ce qui a été fait en Algérie a été fait dans bien d'autres pays pour justement pouvoir tenir le peuple qui était en l'occurrence le peuple algérien, pour pouvoir le mater, pour pouvoir le faire peur et pour pouvoir l'éradiquer. Et il y a eu une éradication programmée du peuple algérien. Donc je suis d'accord avec vous que ça a été le mot génocide, 1943, tout ça c'est très beau, c'est des textes, c'est des lois, il n'y a pas de souci. Mais la vérité, c'est que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos oncles, nos tantes ont été tués parce qu'ils étaient algériens. Donc on appelle ça génocide, on appelle ça crime contre l'humanité, on appelle ça tout ce que vous voulez, mais ce qui s'est passé, on ne peut pas l'écrire avec un mot ou le définir avec un mot, mais l'histoire retiendra que l'armée colonisatrice a été une armée de massacre généralisé. Et ça, on peut le dire sous l'appellation que vous voulez. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. C'est que maintenant, les puissances, comme vous dites, anciennement coloniales, se cachent derrière des pare-feux de mots ou des pare-feux de textes pour se protéger.
Et ce qui est fait justement dans le colloque qui a eu lieu à partir d'aujourd'hui, c'est de mettre la réalité en face de ces anciens colonisateurs en leur disant vous pouvez jouer avec tous les mots que vous voulez, vous pouvez faire passer ça sous tous les verbes et ce que vous voulez dire, vous pouvez le dire, mais la réalité est qu'il y a eu des crimes de masse, un génocide à grande échelle et des crimes contre l'humanité sur le continent africain et particulièrement en Algérie, parce que l'Algérie s'est révoltée pour avoir son indépendance par les armes. Donc, à un moment, je pense que ce qui est fait aujourd'hui, c'est justement de mettre la vérité en face des menteurs, parce qu'ils mentent pour se couvrir et ils cherchent des faux prétextes et des faux textes juste uniquement pour se couvrir. C'est ça, moi, qui m'embête. Simplement un mot. Vous savez, j'ai écrit 3 livres sur les massacres et les crimes de la colonisation et j'ai chiffré les pertes algériennes, etc. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes en deçà de la vérité. De la réalité. C'est-à-dire que si on cherche vraiment à travailler et à faire le diagnostic réel des crimes de la colonisation, on est encore loin. Il y a un travail extraordinaire à faire pour parler. Est-ce qu'on a parlé des famines? On a fait tout le travail. Il y a eu 10 famines entre 1852 et 1914, absolument destructrices. Et des famines qui ont été conduites de main de maître par les colons. C'est-à-dire ce n'est pas des famines qui sont venues de manière accidentelle, mais c'est des famines qui ont été provoquées et alors que pendant la famine, pendant la famine française, il venait, quand avant 1832, il venait prendre du blé en Algérie. Le fameux coup d'éventail du Dey d'Alger, c'est parce que la France avait une dette de blé envers l'Algérie. Donc c'était le grenier, l'Algérie était le grenier de l'Europe et en l'occurrence le grenier de la France. Donc on n'avait pas de problème de famine en Algérie avant la présence justement des colons. C'est aussi important de le dire. Monsieur Brouwer, on va aller maintenant du côté de Monsieur Brouwer qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui ne peut pas intervenir justement avant qu'on ne lui donne la parole. Monsieur Brouwer, pourquoi aujourd'hui est-ce que les Occidentaux ont du mal justement avec ce terme génocide, ce terme de crime de masse lorsque justement il s'agit du continent africain ou de l'Algérie en particulier, alors que ce qui s'est passé durant la Première et Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu, ils le disent clairement, ce qui s'est passé, ils mettent les mots sur les faits, alors que pour ce qui est du continent africain, ils préfèrent éluder la question. Oui, si on revient à l'origine du concept génocide, qui était, comme on en a parlé là, de Raphaël Lemkin pendant la Deuxième Guerre mondiale, et lui c'est un juriste, il est à New York, et il sait tout ce qui passait en Europe aux Juifs et des autres là, qui étaient ciblés par les nazis. Et il cherchait à élaborer un concept juridique par lequel ça peut entrer dans un dispositif normatif pour en faire un crime. Mais en faisant ses recherches, il n'était pas uniquement fixé sur la question de l'Europe. Il a regardé ailleurs, dans l'histoire, dans la colonisation et dans l'Afrique, l'Amérique. Et pour fonder son savoir, sa conception du génocide. Mais on a tendance, pourtant, de penser que ça applique qu'au génocide nazi, tout ce qui s'est passé aux Juifs en Europe. Et pour Lemkin, c'était pas son but. Non, il regardait des choses beaucoup plus larges dans un aspect global et dans l'histoire. C'est vrai que le concept, il était, de point de vue juridique, il est fondé après la Deuxième Guerre mondiale et pas rétrospectivement applicable à Bourgeot ou tout ce qui est passé avant. Mais Lemkin, il pensait de point de vue historique. Alors, votre question, pourquoi les Occidentaux, ils ont du mal à accepter le génocide dans un concept, parce que ça fait mal. Ça fait mal. C'est quelque chose qui est externe à eux. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas incorporer dans leur propre concept de soi. Est-ce qu'ils ont peur qu'on leur demande réparation, justement? Pardon? Est-ce qu'ils ont peur qu'on demande réparation? Oui, je pense que la question de réparation, c'est parce que ça devient très concret à ce moment-là. La question du pardon, on fait des excuses assez souvent et assez facilement
au moins qu'il reste au niveau symbolique. On peut prendre le cas de la France avec l'Algérie. C'est très facile pour un ministre ou un candidat pour la présidence de venir et parler des crimes coloniaux en Algérie. Mais quand ça passe en 2017. Exactement. Oui, exactement. Mais quand ça passe à l'acte de quelque chose de concret comme les réparations, ça fait autre chose. Mais pourtant, M. Brouwer, la France a bien demandé à l'Allemagne réparation après la Première Guerre mondiale. L'Allemagne continue encore aujourd'hui à indemniser. L'antitétionniste aussi. L'Allemagne, à ce jour, continue à indemniser. Oui. L'Allemagne. Oui, exact. Et l'Allemagne avec l'Holocauste, et même la France avec l'Holocauste. Chirac, il a fait son fameux pardon pour accepter la responsabilité de l'État français de sa participation dans l'Holocauste. Et ça c'était suivi, c'était officiel, c'était concret, c'était suivi avec des réparations qui n'étaient pas avant. Il y avait des pardons, il y avait des excuses, etc. Mais à ce moment-là, c'est devenu quelque chose de concret. Et on peut voir ça aussi avec des réparations pour l'esclavage aux États-Unis. Il y avait des pardons, des excuses, etc., mais très peu de concret. La seule exception dans l'histoire américaine, c'est les Japonais américains et les Japonais immigrés aux États-Unis qui étaient mis dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et eux, par contre, ils ont eu des excuses, un pardon officiel du président des États-Unis, c'était Reagan à l'époque, et qui était suivi par des réparations, une somme monétaire pour chacun de ceux qui ont survécu ces camps de concentration. Alors ça, c'était quelque chose de concret. Et ça, peut-être, c'est une question aussi de nationalité ou le concept du citoyen. Parce que les Japonais, une grande partie d'eux, il y avait plus de 100 000 qui étaient mis dans les camps de concentration pendant la guerre. Une grande partie d'eux, c'était des citoyens américains qui étaient dépourvus de leur propre droit civil comme américains. Mais Dr Brouwer, le président Abdelmajid Tebboune, grand seigneur qu'il est, a bien dit à la France qu'il n'avait pas besoin de réparation financière, mais justement d'une demande d'excuses et d'une reconnaissance des crimes coloniaux qui ont été faits. Après, c'est pas difficile. L'Algérie, je ne vais pas vous l'apprendre, est un pays qui n'a pas de dette. Si on va demander du pognon à un pays qui a 3400 milliards de dettes, ça va être compliqué. Donc on n'a pas besoin de leur argent, on leur demande juste de faire des excuses officielles et une reconnaissance des crimes contre l'humanité qui ont été faits en Algérie. Pourquoi ce blocage? Parce qu'ils ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore avec tous les autres pays africains? Oh, écoute, ça c'est des questions pour les Algériens à adresser eux-mêmes et leur propre réponse c'est ce qu'ils voulaient. Mais je pense que pour l'Algérie, si je comprends bien la position officielle, c'est qu'il veut quelque chose d'officiel, quelque chose de concret. Alors c'est pas forcément une question des réparations monétaires, mais il y a tous les biens culturels qui sont toujours tenus en France, par exemple, les œuvres d'art. Il y a le répatriement des corps des combattants algériens, des crânes et tout ça, toute cette histoire macabre là, qui était résolue, je pense, de manière pour les deux pays. Mais voilà, la question des réparations, ça peut être dans une forme d'argent et aussi des autres formes de réparation. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Khenchela et puis dans d'autres zones d'Algérie. C'est que la question de la reconnaissance, elle est très importante, elle est concrète. Là, on voit que c'est au moment où on faisait des travaux, c'est-à-dire que le charnier a été découvert. Par hasard. Pourtant, par hasard. Oui. Alors que les personnes, c'était au début des années 80, les personnes qui ont participé à ce massacre étaient certainement encore vivantes et aucun parmi les militaires français, les légionnaires ou même des harkins ont dit voilà, tel endroit vous allez trouver des corps. Et il y en a encore des corps, il y a encore des charniers. Et justement, cette question de reconnaissance, elle est concrète justement dans des cas comme ça. Mais bien sûr, le déni, il a été fait également pour la ligne Charles, la ligne Maurice, donc pour remettre les plans. Le problème aussi de la localisation aussi pour les essais nucléaires. C'est-à-dire, il y a la non-reconnaissance, on la voit aussi sur le côté pratique. Et je voudrais aussi parler des dédommagements. En fait, dans l'état d'esprit des États coloniaux, c'est le cas, par exemple, de ce qui s'est passé à Haïti au XIXe siècle. Les Français ont dit aux Haïtiens, nous allons
reconnaître votre indépendance, mais en contrepartie, vous allez nous payer, vous allez vous endetter envers la France pour pouvoir obtenir cette indépendance, car vous allez devoir dédommager les colons qui ont pris vos terres. Donc, dans l'état d'esprit, en réalité, du colonisateur, tout est inversé. Nous avons perdu, c'est-à-dire que les Français, actuellement, ils seraient même capables de dire « Nous avons perdu des terres en Algérie, et c'est à vous de nous dédommager ». C'est ça l'état d'esprit, justement, du colonisateur. Oui, bien sûr, allez. Le discours entre nous, le crime, il est avéré, prouvé, démontré, etc. Sauf que la question de la colonisation, la question de la reconnaissance, elle est problématique pour eux, pas pour nous. Exactement. Elle est problématique Exactement. pour la France. Aujourd'hui, il y a une opinion publique, il y a des lobbies coloniaux, il y a des intérêts impérialistes qui font que la reconnaissance a des conséquences énormes pour la France. Les, voilà les anciens de l'OAS, les enfants de Absolument, Harki, l'OAS, etc. les associations Ça d'enfants de leur Harki, pose problème. etc. Ils ne peuvent pas reconnaître sans en même temps payer le prix sur le plan de leur opinion publique, de leur politique, le roman français, de leur politique, etc. Donc la question n'est pas entre nous. Nous sommes convaincus. Nous avons des preuves, c'est démontré. Les crimes de la colonisation sont là, nous les voyons. Documentés par eux. Documentés, oui, par eux, par nous, etc. La question est comment, dans un rapport international, comment, dans une relation internationale avec la France ou avec les pays coloniaux, nous allons parvenir à leur imposer notre plaidoyer. Voilà la question qui se pose. Quels moyens nous disposons sur le plan national et international pour que nous puissions imposer ce point de vue-là. Et c'est tout le débat, je crois que c'est ça le mérite de cette rencontre, c'est que les pays africains vont se donner la main, vont s'unir, vont se rassembler et vont dire nous ne menons pas un plaidoyer individuel, nous allons tous, la main dans la main, essayer d'imposer aux pays coloniaux notre plaidoyer, nos institutions, comme le soulignait vous tondez la perche, effectivement, je voulais rebondir sur ça. C'est qu'aujourd'hui, la nouvelle donne à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui à Alger, ça va mettre au crédit effectivement de l'Algérie, ça va mettre au crédit aussi du président de la République qui a voulu qu'aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Aujourd'hui, c'est ça la nouvelle donne. On a plus de 40 pays qui participent, notamment pour exiger, non pas des revendications, mais exiger une justice. Une reconnaissance du crime. Une justice de l'histoire, une justice notamment face au colonialisme à l'Afrique. Et moi, j'aimerais juste peut-être ajouter autre chose. On a le colonialisme, on parle du colonialisme dans la mémoire, et on a aussi le néocolonialisme, dans lequel aujourd'hui, l'Afrique, parfois, en souffre encore. Je pèse mes mots et je vous donne quelques chiffres, parce que sourcés bien évidemment, parce que les chiffres sont têtus. Selon le rapport Illicit Financial Flows in Africa, United Nations Economic Commission for Africa 2020, qui a été confirmé en 2023, l'Afrique perdrait plus de 89 milliards de dollars par an. Ça veut dire 3,7 de son PIB. Donc quoi ? Dans l'évasion notamment des flux de financiers illicites, ce qu'on appelle. Et ça, c'est dû effectivement à cet héritage colonial, néocolonial, à savoir les logiques héritées de l'architecture économique coloniale. Donc effectivement, le décolonialisme, il est sur un travail de mémoire, mais aussi sur un travail économique. Donc il y a une décolonisation économique à renforcer, à consolider. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que l'Afrique parle d'une seule voix, l'Afrique unifiée, l'Afrique qui est orientée vers le futur, avec, n'oublions pas, aussi une jeunesse qui aspire à sortir du diktat, une jeunesse qui aspire aussi, une société civile qui aspire à reconstruire une Afrique forte, une Afrique de l'avenir. Très bien. Merci Badis pour ces chiffres et tous ces détails. Un dernier mot, Monsieur Brouwer, avant de se quitter. On a déjà fait 40 minutes avec vous autour de cette question, justement. Monsieur Brouwer, un dernier mot. Oui, je dirais juste que, à partir de cette question de la France, on peut dire que l'Afrique s'est décolonisée. Elle a son indépendance, ses États-nations, ils sont souverains, ils sont indépendants, etc. La France, par contre, c'est pas aussi clair qu'elle s'est décolonisée. Et je pense que cette question de pardon, de réparation, etc., ça peut aider la France aussi de se décoloniser, de prendre son histoire en main, honnêtement. Et à partir de ça,
parce qu'on peut se décoloniser pour avoir l'indépendance d'ici, mais le colonialisme, ça fait mal aussi toujours en Afrique. Et on peut voir ça dans le concept psychoanalytique. Il y avait le livre de Karima Lazali, qui est traduit aux États-Unis en anglais, très lu ici, qui prend cette question, mais aussi la question historiographique. Moi, je suis historien, et les effets du colonialisme sur l'historiographie sont très, très lourds, très, très lourds. Et nous, on lutte tout le temps pour décoloniser l'histoire à partir de nos propres recherches, les concepts par lesquels on voit l'histoire, on peut faire notre analyse. Et je pense que si on peut avancer dans cette étape-là de confronter avec le passé colonial et colonial, on peut aussi avancer dans ce chemin aussi. Alors c'est quelque chose que moi, historien, je ne suis pas algérien, c'est pas une histoire personnelle à moi, mais que j'anticipe beaucoup à partir de vos travaux à Alger. Très bien, merci Benjamin Brouwer. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien américain, professeur à l'université d'Austin au Texas. Merci encore. Merci. Merci à vous également, monsieur Hosni Kitoni, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en histoire. Merci encore. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.